quelques mots sur cette fondatrice, parce que c'est un personnage ici à Genève, une femme de talent, une femme écrivaine elle-même, qui a remporté plusieurs prix littéraires, le prix des écrivains genevois, 2 fois. Donc bravo, donc écrivaine qui également qui écrit des récits, qui écrit de la poésie et qui a été une femme militante. Qui est toujours. Oui, qui est toujours une femme militante, féministe. Non, mais vous allez voir pourquoi, parce que j'ai trouvé ça fabuleux. Quand j'ai lu votre vie, j'ai trouvé ça très émouvant que vous avez participé justement à que les femmes puissent obtenir le droit de vote en 1971. C'est fabuleux, donc merci pour ça, pour nous les femmes. Vous n'étiez pas toute seule, hein? On sait bien, mais ce qui est intéressant, c'est toujours l'incarnation est là, et vous êtes l'incarnation parmi d'autres femmes. Donc, merci pour ça. Là, j'en ai une anecdote, est-ce que je peux? Mais bien évidemment, et là, c'est un petit moment entre nous, allez-y. Avec mon amie Marielle Budry, qui est aussi une militante féministe, notamment, nous allions, les Genevoises avaient le droit de vote depuis 1960, hein, avec le Châtelet-Beau, sur le plan cantonal. Mais sur le plan fédéral, comme vous savez, nous l'avons obtenu que le 5 février 1971. Alors, nous allions dans des bureaux de vote, et nous, avec un grand sourire pour les votations fédérales, et nous disions que nous voulions voter. Et il y avait le président du bureau de vote qui était embêté comme tout et qui nous expliquait que non, c'était pas possible parce que c'était fédéral, on pouvait se... Puis alors, nous, on faisait les idiotes, on disait mais pourquoi on peut pas voter? On a fait des études, il y a des hommes qui n'en ont absolument pas fait, qui comprennent rien, mais nous, on comprend de quoi il s'agit. Puis pourquoi alors, nous, on peut pas voter? Puis il est embêté, le temps. Au bout de 5 minutes de torture, on lui expliquait que c'était exprès. Mais j'ai adoré faire ça. Bravo et merci pour nous les femmes. Donc cette maison d'édition, elle est là depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'être justement fondatrice d'une maison d'édition? Quelques mots avant de présenter notre autrice et puis on échangera toutes les trois. Alors, je l'ai fondée en 1987 parce que j'avais reçu la première fois le prix des écrivains genevois pour un récit qui se passait pendant le marathon d'écriture d'Avignon en 84. Et alors, j'étais très contente d'avoir ce prix sur un manuscrit anonyme. Et j'étais absolument persuadée que les maisons d'édition allaient se précipiter pour publier ce livre. Alors, non seulement elles ne se sont pas précipitées, mais il n'y en a eu aucune. Alors, comme j'avais reçu de l'argent, je me suis dit, je ne veux pas que ce manuscrit reste dans un tiroir. Donc, je vais fonder une maison d'édition pour le publier. Ce que j'ai fait, alors c'est un ami graphiste qui a conçu, comme c'est un récit, c'était dans cette collection de prose, la Rose des Sables et puis la Dune, là, elles font. Et je me suis lancée, c'était une véritable aventure parce que je connaissais rien au monde de l'édition, j'ai appris sur le tas. C'était Sladskin qui imprimait. Et le métier a complètement changé. À l'époque, vous remettiez un manuscrit à la machine. L'informatique n'existait pas. C'est fou, hein? Il y a une époque où enfin, moi, je pas l'impression de parler du temps des dinosaures. Et alors, vous remettiez votre manuscrit à quelqu'un qui retapait tout, avec des possibilités d'erreur, bien entendu. Ensuite, vous relisiez, etc., etc. Et vous allez sur place à l'imprimerie. C'est tout autre chose. L'informatique a complètement modifié le travail de l'édition. En bien, là, vraiment. Vous envoyez, par exemple, mon metteur en page, il habite à l'ouest de la France, donc vous envoyez les manuscrits, etc. Et comme ça, vous n'avez plus besoin d'être là physiquement, et il y a beaucoup moins, naturellement, de possibilités de faire des fautes, puisqu'on ne retape plus. Bien, alors, donc, j'ai publié ce livre. Et comme toujours, comme j'avais eu un prix, je me disais que ça allait passionner les journalistes, alors pas du tout, très peu. Et puis toujours dans mon enthousiasme premier, je l'ai tiré à 2000 exemplaires. Et il ne s'est pas très bien vendu.
Et alors j'en ai eu pendant, enfin jusqu'à ma retraite, je l'offrais à la fin à mes élèves, à la fin de chaque année, que je débarrassais des stocks. Alors après, j'ai quand même fait attention. En revanche, j'ai publié peu après, en 88, Petites annonces pour grand amour, parce que je me retrouvais seule et que j'avais utilisé ce moyen. Parallèlement à une émission Ton présent de Jean-Louis Roy qui portait le même nom. Et alors là, ça a été un succès, c'est le grand succès. Là, je l'ai d'abord tiré à 2000 et puis encore à 1000. Et c'est Fabre qui aurait dû le publier en fait. Et il en aurait vendu encore beaucoup plus. Et j'ai eu là des médias non seulement en Suisse, mais même en France, en Belgique. Parce que c'était le premier livre qui s'écrivait sur les petites annonces. Et on voulait toujours me faire dire que j'avais fait ça par intérêt journalistique. Et je répondais non, pas du tout. Je me suis retrouvée seule et je pensais que c'était un moyen efficace. C'est un moyen efficace. C'est difficile à gérer, mais efficace. Et alors là, voilà, j'ai connu décaler un peu le succès que je pensais avoir avec le premier. Alors, j'enseignais. J'avais pas beaucoup de temps à consacrer. Je sortais un livre tous les 2 ans, pas seulement moi, mais aussi d'autres écrivains, jusqu'à ma retraite, enfin non, au-delà. J'ai pris ma retraite d'enseignante en 2001. Et là, j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai beaucoup voyagé. Vous aimez beaucoup la Grèce? Ah oui. J'y vais depuis 1980. Et elle m'inspire beaucoup. Et j'ai appris le grec finalement pour pouvoir échanger avec les gens. C'était vraiment très très bien. Et puis je me suis occupée du 300e anniversaire de la naissance de Rousseau dans le cadre des projets de la ville. Et voilà, on y est. Voilà, exactement. Et il y avait eu d'ailleurs des lectures de William de la Rocca à l'étage à la suite de ça, parce qu'il avait appris les confessions par cœur. Alors, dans ce cadre des journées 2012, il avait lu les 2 premiers chapitres, puis ensuite la Maison de Rousseau et de la littérature l'a accueilli pour la suite. Et puis bon, je me suis retrouvée, ça m'avait pris 4 ans de ma vie. En 2012, une fois que c'était fini, tout d'un coup, j'avais plus rien à faire en fait, tous mes projets avaient été réalisés. Puis je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai cette maison d'édition, je pourrais en fait m'en occuper davantage. Et alors, à partir de 2012, j'ai pris contact avec des auteurs que je connaissais. Il y a eu d'abord 5, ensuite 6, 7, etc. Et en 2017, pour les 30 ans, j'en ai publié 17. Et depuis, c'est une quinzaine, voire jusqu'à 23. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il y a 3 ans, je crois. Et l'année dernière, il y en a eu 13. Et cette année, j'ai déjà des projets pour 18. Et j'aime beaucoup la poésie. Donc les 2 tiers de mes parutions sont de la poésie, qui est dans une autre, enfin, vous pouvez voir derrière, c'est toute la vitrine là, oui, la vitrine qui est sur fond beige. Et je suis une des rares maisons d'édition. Il y avait Samizdat, il y avait d'ailleurs Samizdat et puis Le Miel de l'Ours ont aussi fondé une maison d'édition pour publier le livre qu'elles ne pouvaient pas publier ailleurs. Ça a l'air d'être une marque de fabrique des petites maisons d'édition. Alors Le Miel de l'Ours a arrêté, Samizdat a transmis, mais la personne, elle est dans le canton de Vaud, elle ne suit pas. Et moi, je continue à servir à la poésie, à y croire, même si ça ne se vend pas, même si les médias n'en parlent pas, même si quand vous demandez un livre de poésie dans une librairie, ils disent « Ouh là là !» Et puis soit ils vont tout en haut avec une échelle, soit tout en bas. J'y crois et je continue. Et là, justement, nous avons ici une autrice écrivaine, Laura Dabo, qui est née à Lausanne, qui est de mère suisse et de père d'origine sénégalaise. Alors je le dis parce que c'est le thème, c'est pertinent par rapport à votre livre, parce que sinon peu importe, mais votre livre qui s'intitule Rama, c'est aussi, je dirais, un hommage à vos racines et essayer de réfléchir pour quelque part
améliorer votre vie, le sens de votre vie. On va regarder dans quelques minutes. Vous êtes juriste, vous avez fait vos études à Fribourg et là maintenant vous vivez, semble-t-il, à Genève. Oui. Voilà, en tant que juriste et autrice. Alors, je sais pas, on verra avec notre féministe, si on dit autrice, écrivaine, tout ça on peut utiliser maintenant. Bon, bah, on va. Ça me va très bien, autrice, il n'y a pas de problème. Et ce que je trouve fabuleux, et puis merci à vous Huguette, c'est de donner la plume à des jeunes autrices, parce que vous êtes très jeune, moins de 30 ans, et vous Il ne reste plus beaucoup de temps. Quand même, vous êtes plus jeune, et vous laissez la chance à des écrivains. Ce qui est vraiment fabuleux, parce que c'est pas évident de trouver la première maison d'édition. Alors ma première question, puisque ici on est là pour parler de l'édition suisse, je poserai quelques questions justement par rapport à d'autres pays, mais vous êtes mise à écrire, et comment vous avez eu envie de vous faire éditer, et comment ça s'est passé? Alors d'abord j'avais écrit un premier manuscrit qui était plus... quelque chose d'un peu beaucoup plus introspectif et beaucoup plus autobiographique, mais c'était plus un peu pour moi. Et ça, je le faisais en parallèle de mon travail. Et ensuite, vu que j'avais pris un peu l'habitude d'écrire et puis qu'en fait, ça faisait vraiment partie de mon quotidien, je me suis dit, je sais pas, j'ai voyagé à Dakar dans le cadre d'une biennale d'art contemporain et j'ai revisité l'île de Gorée. Et là, j'ai une espèce d'épiphanie, ça paraît un peu cliché, mais je me suis dit, il faut absolument que j'écrive un livre qui commence au siècle de l'esclavage sur cette île. Et du coup, je suis rentrée. J'avais déjà essayé d'envoyer mon premier manuscrit à des maisons d'édition qui n'ont jamais répondu, mais tant mieux parce que, en fait, ce livre n'est pas très intéressant. Voilà, c'était vraiment un premier essai, mais voilà. Donc ensuite, je me suis plongée dans celui-là et je travaillais quand même en parallèle, donc je ne le faisais pas à 100%. Mais voilà, j'avais la foi. Et ensuite, je me suis dit que j'allais l'envoyer. Ça paraît peut-être un peu présomptueux de se dire je suis un peu personne et je veux être publiée, mais moi en tout cas, j'avais besoin d'avoir une validation externe pour pouvoir. En fait, ça prend tellement de temps d'écrire. Surtout que je travaillais et je rentrais, et même tous mes week-ends, toutes mes soirées, il y a plein de choses auxquelles je devais dire non pour pouvoir me focaliser sur mon écriture. Et je me suis dit que si je me faisais publier, j'avais plus encore l'envie et puis du coup une légitimité, puis du coup qui me ferait pas culpabiliser de prendre autant de temps pour quelque chose dont personne n'est au courant presque. Donc voilà. Et comment alors que ça s'est passé? Oui, alors les éditeurs en France demandent la plupart qu'on envoie le manuscrit imprimé et relié. Et les timbres, ça coûte très cher. Donc j'avais commencé à faire ça, j'avais envoyé aussi à quelques maisons d'édition ici, mais vraiment sans ambition. Je me suis dit j'en envoie une dizaine et puis quelques-uns par email et après on verra. Ensuite j'avais commencé à abandonner parce que toutes les personnes avec qui j'ai parlé, tous les podcasts qu'on entend, tout le monde nous dit c'est impossible d'être publié à moins d'être issu du népotisme ou d'être une star ou d'être déjà dans le milieu littéraire, ce qui n'est pas du tout mon cas parce que je ne suis pas du tout de ce milieu, je connais ces personnes. Donc voilà, je me suis dit bon tant pis, une sorte d'écriture, je mets ça de côté, je vais trouver une autre occupation dans ma vie. Et ensuite, Huguette m'a répondu, je crois que c'était la semaine où j'étais en train d'abandonner. Voilà. Et le jour où elle m'a répondu, j'étais tellement sous le choc que je devais prendre le CEVA depuis les Eaux Vives pour aller du coup célébrer avec mes amis et boire des verres au Paki, et j'ai pris le train dans le faux sens et je me suis retrouvée à Annemasse. Voilà, pour l'anecdote. C'est très émouvant. Et comment vous l'avez appris? C'est par mail? Vous avez téléphoné? Elle m'a dit que, oui, que ta relectrice avait bien aimé, que tu souhaitais me publier. Et voilà. Oui, parce que voilà, moi je m'occupe exclusivement de la poésie. Et je vois très très vite si c'est bon ou pas. La prose, quand c'est vraiment très mauvais, je le vois aussi. Mais quand j'hésite, j'ai une lectrice. D'ailleurs, oui, ce que j'aimerais dire, c'est que je travaille bénévolement
J'ai un metteur en page merveilleux, Olivier Pasteur, qui est aussi un de mes auteurs, qui est devenu un ami. Presque tous mes auteurs deviennent des amis. Donc, voilà, ça y est, c'est lui. Et les modérateurs aussi. Qui habite à l'ouest de la France. Une lectrice, Marthe Monet, qui est aussi une de mes autrices. On a travaillé ensemble aussi. Et elle est ma lectrice, elle lit très très vite. Et elle a un avis éclairé. Et puis alors elle analyse, ça moi j'ai pas la patience, elle l'analyse, elle fait le résumé, etc. Puis ensuite elle dit oui ou non. Alors elle a été enthousiasmée par le texte de Laura en disant qu'il faudrait corriger, parce qu'il y avait beaucoup de fautes. Elle nie, il y avait beaucoup de fautes. Et alors j'ai depuis un certain temps Claude Eman en face, là, qui a bien voulu être correcteur aussi pour la prose. Bon, moi je m'occupe de la prose. Et tout le monde travaille bénévolement par passion de la littérature. Bon, moi j'ai ma retraite d'enseignante, donc je n'ai pas besoin de gagner de l'argent à coup de... C'est beau, c'est une saine passion. Oui. Et bien, donc quand je reçois des manuscrits, moi je demande comme les envoie par courriel. Bon, j'ai des là, ça coûte moins cher déjà. Là, comment? Oui, c'est mieux que les éditeurs. Oui, voilà, ça coûte moins cher. Et puis je peux déjà corriger. Autrement, il faut faire le travail deux fois. Enfin. Donc, une grande modernité dans cette maison d'édition des Sables. Et puis, donc, j'en reçois presque un par jour maintenant, c'est terrible. C'est très lourd. C'est incroyable. Un par jour. Imaginez les autres maisons d'édition. Oui, il y en a qui reçoivent des et heureusement, je ne publie que des auteurs suisses romans parce que la diffusion est en France est aussi pour une petite maison. Voilà que je suis en train de perdre le fil. Et alors, ça fait à peu près la moitié. La moitié des manuscrits que je reçois viennent de France, voire d'Afrique, voire du Canada. Alors, le Canada, je ne comprends pas parce qu'ils ont des magnifiques maisons d'édition là-bas. Alors, peut-être qu'ils ont aussi du mal à trouver quelqu'un. Mais moi, si j'habitais le Canada, je n'aurais franchement pas l'idée d'envoyer mon manuscrit au Luxembourg. Enfin, bon, bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais alors, il est bien entendu que je leur dis que je dis même pas. Il y en a qui me disent est-ce que vous préférez la conseiller? Je suis désolée, j'ai pas le temps. Est-ce que vous privilégiez les auteurs suisses ou vous acceptez les manuscrits qui viennent de France? Non, je viens de vous dire. Oui, non, vraiment non. Non. Non, la diffusion, c'est pas possible. D'accord. Puisque vous privilégiez donc toujours les auteurs. C'est que les Alors auteurs justement, on peut peut-être faire un petit arrêt sur l'édition en Suisse. Il y a à peu près, ce que j'ai vu dans la presse, il y a à peu près une centaine de maisons d'édition en Suisse. En Suisse romande? Oui, non, en Suisse. Une centaine de maisons d'édition, en tout cas qui sont aidées sur les chiffres qui ont été communiqués en 2022. Une centaine de maisons d'édition en Suisse, une soixantaine en Suisse alémanique, une trentaine en Suisse romande, et puis 5-6... alors, je ne sais pas quelles sont vos sources, mais ça, c'est pas possible, parce que rien que le cercle des petites maisons d'édition, il y en a 40. D'accord, donc, moi, le chiffre 2022, je ne sais pas si... Non. Alors, ou bien, vous êtes selon un autre critère, si vous dites, oui, en fait, ceux qui reçoivent des subventions. Oui. Ah oui, alors naturellement... celles qui reçoivent des subventions, je veux dire pourquoi, parce que c'est les seuls chiffres qui sont... officiels. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Mais celles qui sont subventionnées, en fait. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir une vision, et puis avec votre correction c'est encore plus intéressant. Il y en a donc une quarantaine. Alors, une quarantaine rien qu'à Genève. À Genève. Mais, et moi j'ai jamais compté combien il y en a, je ne sais pas en fait, mais vos chiffres sont en dessous de la réalité. Maintenant pour les subventions, moi j'en avais demandé au début. Il fallait donner 6 dossiers comme ça, et puis par manuscrit, puis ça prend des mois jusqu'à ce qu'ils donnent la décision. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas publier parce que si c'est accepté, vous devez mettre avec l'appui de la ville, etc. Alors maintenant, je ne demande plus rien et je me débrouille toute seule. Bravo. Sinon, donc, il y a un festival d'ailleurs des petits éditeurs
Oui, alors moi je participe chaque année au Salon du Livre dans le cadre du cercle où on est là une vingtaine, surtout des maisons d'édition et une librairie. Et ça dure 5 jours et c'est absolument épuisant, je crains déjà la prochaine. Et en début novembre, c'est Encre Fraîche qui a établi ça. Je crois qu'on était au 13e. Alexandre Gall, qui est le... Alexandre Gall maintenant, mais elle doit être défendue par Catherine Desmolly. Et ensuite Adriana Passini, c'est le président. Et là, c'est un samedi, il n'y a pas le bruit infernal du Salon du Livre, donc c'est beaucoup plus... Qui aura lieu en mars? Oui, qui aura lieu en mars. Et là, c'est beaucoup plus agréable. Mais là, on était combien de... Il n'y avait pas que les Genevois. Là, il y a les maisons aussi de Vaud et même une canadienne. On était, je crois, 80, quelque chose comme ça. Ouais, les Valaisans, des Oui, il y avait d'autres maisons d'édition. Alors là, je serais incapable de vous donner un chiffre. Je vais demander au cercle. Oui, ça nous intéresse d'avoir. Voilà, ouais. puisqu'il est difficile effectivement d'obtenir des chiffres, mais en tout cas, par le biais de la subvention, c'est ce qui vous donne un petit panel du monde de l'édition suisse. Alors, est-ce que c'est un monde de l'édition qui va bien ou est-ce que c'est difficile? Tous les métiers du livre vont mal. Les maisons d'édition, les libraires qui ferment, il y en a qui ferment, dans la diffusion, non, il va pas bien. Dans ce monde du fric, la littérature a de la peine, les arts ont de la peine, c'est difficile. Et pourtant, franchement, là, ce jour, il y a du monde et on se dit, mais alors, on espère que vous allez acheter les livres de nos auteurs suisses, parce que quand on compare avec la France, par exemple, des énormes maisons d'édition, je pense que la première française c'est Hachette, avec des milliards à l'appui. Et alors c'est pareil, on entend toujours que ça ne va pas. Oui, ils ont des soucis aussi, même les très grandes maisons ont des soucis. Donc aidons les petites maisons d'édition suisses et les auteurs suisses. Alors on va revenir justement, parce que là on a envie de mettre en avant une jeune autrice qui a écrit ce livre qui s'appelle Rama. Alors tout de suite on se demande Rama, parce que c'est un prénom. Vous pouvez nous parler de Rama, parce que c'est... Oui, alors en fait j'ai choisi Enfin déjà je cherchais un titre. Enfin j'avais fini le livre et j'avais pas de titre, mais bref. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que ce soit un nom qui appartient pas forcément à une ethnie particulière au Sénégal et qui sonnait un peu universel. Donc j'ai pris ce prénom. Mais c'est pas une raison plus profonde que ça. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter donc le sel de votre livre? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à vos lecteurs et qui a tellement plu à la maison d'édition des Sables? Alors j'ai voulu parler en fait du coup de ce sujet qui est très sombre et très douloureux et horrible, qui est l'esclavage, qui a eu lieu il y a très longtemps, et montrer en fait que même si ça a lieu il y a très longtemps, que ça paraît un peu anachronique d'en parler aujourd'hui, montrer en fait que les sujets dont on ne parle pas, en fait ils se révèlent sous une autre façon plus tard, sous une forme d'héritage, où là on dit justement que le racisme est en fait le petit-fils de la colonisation et de l'esclavage, et montrer en fait que peut-être elles ressortent sous cette forme-là, ou en fait sous forme de fantôme. Et c'est pour ça que du coup il y a un aspect un petit peu mystique dans ce livre, voilà, pour montrer justement les répercussions de choses qui se sont passées il y a très longtemps et qui dont l'ombre en fait se retrouve encore aujourd'hui. Alors, vous avez partagé l'ouvrage en plusieurs chapitres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement l'ossature de votre livre et la manière dont vous avez procédé pour l'écriture de cet ouvrage? Oui, alors j'ai commencé par écrire le premier chapitre, donc qui se passe à cette période-là sur l'île de Gorée, et en fait le récit il est écrit en jeu parce que je me suis dit que ça serait plus sincère, enfin que ça sonnerait plus sincère si c'était écrit en jeu. Donc voilà, je me suis mise, enfin j'ai essayé en tout cas de me mettre dans la peau de cette femme qui est accusée de sorcellerie, et du coup elle est emprisonnée sur l'île de Gorée pour être envoyée aux États-Unis, enfin en Amérique. Et
Donc en essayant, enfin, du coup j'ai lu plein de livres là-dessus, donc c'était très douloureux de vivre pendant quelques mois cette période. J'ai essayé d'être la plus réaliste possible, même si ça paraît pas possible, sachant que je n'ai pas vécu ça, mais voilà, j'ai essayé. Et ensuite, pour ma santé mentale, je me suis dit que les autres chapitres se passeraient dans l'époque contemporaine, dans un décor un peu plus lumineux et un peu plus réjouissant. Donc la suite en fait se passe dans l'époque contemporaine et en fait elle est dans un... Et ça a des titres contemporains, le oui. titre 2 de votre ouvrage. Exactement, et ça se passe en Europe d'abord. Et oui, donc pour moi déjà, parce que je voulais plus me plonger, enfin continuer de parler de ça parce que c'était trop lourd, et puis aussi pour le lecteur parce que je me suis dit peut-être que il avait pour qu'il ait envie de continuer. Voilà. Là, ça devient lumineux. Vous pouvez raconter aussi ce oui. passage, donc là, en fait, cette femme qui a plein de notoriété. Qui, exactement. Donc le deuxième, enfin les deux, enfin, du chapitre 2 à 5, du coup, on est dans l'époque contemporaine. Et donc c'est une femme qui a beaucoup de succès, qui est dans le milieu de la mode en l'occurrence, et voilà, qui a tout pour que tout se passe bien dans sa vie, pour qu'elle soit heureuse. Et puis en fait, elle sent que malgré tout ça, elle est quand même rattrapée par des choses. Elle ressent des choses étranges, elle est très 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 sensible à tout ce qui relève de discrimination. Et en fait, donc l'intrigue, c'est un petit peu de savoir si c'est une réincarnation de cette femme accusée de sorcellerie dans le premier chapitre, ou une descendante. Enfin bref, c'était simplement pour reprendre la même personne. Parce que je trouve que ça résume tout l'ouvrage. Il y a effectivement une recherche des racines, une recherche d'identité. Là, on se pose des questions sur l'esclavagisme, sur ces mondes qui s'entrechoquent entre l'Afrique, l'Occident. Mais en même temps, c'est très appréciable ce côté plein d'espoir, une réunification. Alors, si vous êtes d'accord, je vous laisse lire. Oui, avec plaisir. Peut-être à partir de là. Aussi, je pas de problème, oui, j'aime bien ce passage. Je l'ai beaucoup retravaillé. Mais aussi, c'est intéressant que vous parliez d'une fin positive, parce qu'à la base, je n'avais pas écrit une fin positive. Ça s'arrête. En fait, à la base, il n'y avait pas le dernier chapitre. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Et après, je me suis dit, en fait, non, j'ai pas envie d'avoir une fin un petit peu revancharde, un peu glauque. On va plutôt aller vers le positif et puis vers le vivre ensemble. Voilà. C'est vraiment très très appréciable et beau. Et on comprend finalement toute la construction grâce à cette fin. Et merci merci à vous de votre intérêt. Donc, les artistes que j'ai rencontrés durant ce... Peut-être un peu plus fort parce que moi déjà j'entends pas bien, je suis un peu sourde, alors peut-être pour toutes ces personnes, mais peut-être que ça vous ennuie pas de vous mettre peut-être debout et qu'on profite. Parce que je trouve, je me permets quand vous installez de dire que c'est toujours très beau d'avoir l'auteur, l'autrice qui lit son propre texte. Parce qu'il y a passé du temps et c'est sa voix sur son texte. C'est une chance. Merci. Les artistes que j'ai rencontrés durant ce séjour sont empreints d'une africanité libre et rayonnante, transcendant le monde par leurs histoires racontées. À travers leurs œuvres, les héritages, les mémoires, les douleurs, les séquelles du passé sont affrontés, mais aussi leur dépassement. L'histoire ne semble pas être une tare, mais un point d'appui pour se projeter vers un avenir désirable. Leur culture et leur propre histoire sont célébrées. Leur art est rempli de sens qui résonnent en moi. Ici, personne ne semble hanté, retenu ou déterminé par des fantômes d'antan. Ainsi, en observant l'horizon avec légèreté, je porte désormais un regard plus serein sur l'avenir. Avant mon éveil, je ressentais une douleur fantôme de la mémoire, une tache noire, une empreinte du passé qui m'habitait. En creusant au plus profond de moi-même, j'ai laissé émerger une part d'ombre, acceptant enfin tous les aspects qui me composent. J'ai alors l'impression que le bal masqué de mes tourments a pris fin. Ce retour aux sources était nécessaire à mon déploiement et je peux dorénavant me définir sans être esclave de mes fantômes. Très joli, esclave de ses fantômes. Petit clin d'œil. Je me dis alors que l'acte le plus magique que nous puissions faire est peut-être de poursuivre la découverte de nous-mêmes. Bravo. Vous pensez déjà à la suite? Est-ce que vous pensez écrire encore un autre ouvrage avec maison d'édition? Comment vous envisagez l'avenir? Et puis je poserai aussi
une question sur l'avenir aussi de votre maison d'édition. Oui, en fait, depuis qu'il est. Enfin, en fait, du coup, ça fait à peu près 2 ans que j'avais terminé d'écrire. Après, on a retravaillé avec Claude et avec Huguette. Mais dans l'intervalle, j'avais déjà recommencé parce qu'en fait, on m'avait dit que des fois, c'est peut-être le 20e livre qu'il a publié. Donc, je me suis dit. Du coup, j'ai continué direct sur d'autres sujets. Donc, j'ai 2-3 projets en cours et j'essaie un peu d'écrire de la poésie. D'accord, voilà. Justement pour rentrer dans la ligne éditoriale. Exactement, ça m'a donné envie parce que grâce aux éditions des Sables, en fait, quand on est publié, on a le droit chaque année à 5 livres publiés dans la maison. Donc du coup, je me suis vraiment plongée plus que d'habitude dans la poésie, ça m'a vraiment donné envie. Voilà. Alors, justement, donc pour 2005-2026, vous projetez... quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent encore à cœur, que vous voulez mettre en œuvre pour votre belle maison d'édition? Ma foi, je vous ai dit, j'ai 18 manuscrits qui vont être publiés en 2025 ou début 2026, j'espère arriver. Il en vient d'autres. Ah oui, puis vous parliez tout à l'heure de jeunes. J'ai publié 2 livres de jeunes filles dont c'était le travail de maturité. Enfin, un est déjà publié, l'autre va l'être. Et puis j'ai publié Comment la lune tient-elle. Je ne sais pas si vous avez vu dans Signé Genel, la tribune, elle a eu droit à 2000 pages par Marie-Joséa Desmoulins. Une fillette de 8 ans qui un jour a dit à sa mère: maman, j'ai écrit un livre. Alors elle se demande comment la lune tient dans le ciel. C'est vrai que. Enfin, moi j'ai repris. C'est pas vrai. Celui qui a expliqué l'attraction terrestre, son nom m'échappe. Newton. Oui, merci. Et même moi qui connaissais quand même un peu, et on a choisi une version appropriée aux enfants, c'est vraiment pas facile à comprendre. Alors elle se demande comment elle pose des questions, elle répond et elle décide. Et sa mère est ma physio, elle me raconte ça, puis j'ai dit: ben, montrez-moi. Puis j'ai eu un coup de cœur et il vient d'être réédité. Alors maintenant, avant c'était 2000, maintenant c'est 150 virages. qui t'a retiré, ce qui est relativement facile. Puis parce que le cauchemar des maisons d'édition, c'est les stocks. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de tous ces livres en stock, c'est vraiment un cauchemar. Donc, le pilon, ça c'est une. Oui, mais jusqu'à présent pas. Non, j'arrive pas. C'est les bébés. J'arrive pas à acheter les bébés. Surtout que les couvertures sont très belles. Vous avez travaillé ensemble la couverture Ah oui, elle m'a proposé l'illustration. Autrement, c'est figé en quelque sorte. Ça, c'est pour la prose et puis pour la poésie. Alors, les auteurs peuvent me suggérer des illustrations pour la première, ce que j'aime bien. Mais elles ne peuvent pas décider n'importe quoi. C'est moi qui. Surtout ces 2 grandes catégories. J'ai un format carré pour la poésie illustrée aussi. Il y en a un derrière de Bruno Mercier, mettons en rouge et blanc. Et moi, je veux sortir. Parce que moi, je me publie aussi. Parce que j'ai aussi été publiée par d'autres maisons d'édition. Mais il y a des livres, je me dis: oh, ça, j'aimerais bien quand même que ce soit quelqu'un d'autre. Si c'est refusé, que je ne trouve pas, je finis par dire: bon, je vais le publier moi-même. Et là, celui qui va venir, en ce moment, je sors des choses qui ont plusieurs décennies. D'année en année, je reçois des manuscrits dont j'essaie de m'occuper. Il y a certains auteurs qui trouvent que je prends beaucoup de temps, je fais ce que je peux. Ça avait l'air assez rapide. Donc voilà, c'est rapide. Et alors, donc je participe, comme j'ai dit, au Salon du Livre, au Salon des éditeurs. Et puis, mon grand truc, depuis le 30e anniversaire, depuis 2017, je fais des balades littéraires au Cimetière des Rois. Alors, c'était d'abord Guillaume Chenevière qui avait fait les recherches sur les écrivains enterrés au Cimetière des Rois et qui emmenait la troupe à travers le cimetière. On s'arrête sur les tombes. Guillaume Chenevière lisait une biographie, un court extrait de l'écrivain enterré. Et ensuite, sur chaque tombe, un ou une de mes poètes lit un texte. Et puis on fait le tour, ça dure généralement 1h30. On ne les prend pas tous parce qu'autrement ce serait trop long.
Et c'est des moments qui sont très, très appréciés par le public. Et je le fais chaque année. La prochaine fois, ça sera quand? Alors, c'est en mars. Je le fais chaque année dans le cadre du Printemps de la Poésie, maintenant. Alors, ce sera les 15 et 19 mars. Notez bien. J'en fais deux, 15 et 19 mars. Et il y aura des nouveaux écrivains. Alors là, c'est Patrice Muni qui a fait les recherches dans la bibliothèque universitaire. Et j'adore ces moments. Et à la fin, j'adore les moments autour d'un verre. J'organise un apéro. Comme ça, les gens peuvent discuter, prendre contact avec les auteurs. Ça me ravit. Et Alors, puis, comment on s'inscrit? Parce que Ah non, on ne s'inscrit pas, on vient. on vient comme ça. Il n'y a pas d'inscription et tout. Non, j'informe. Je vais informer la maison de Rousseau de la littérature. Faites un peu de pub. N'hésitez pas à faire de la pub. Et puis, c'est annoncé dans le programme du Printemps de la Poésie. Magnifique. Écoutez, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour les écrivains en herbe. Quel est le conseil qu'on peut donner à un écrivain jeune ou moins jeune qui a envie d'écrire? Qu'est-ce que vous lui diriez? Une fois qu'il a écrit. Oui, oui, oui. D'essayer, d'envoyer. Donc en fait, il faut tenter. Ben oui. Il faut tenter sa chance. Oui. Donc c'est tout simple. Pas si simple que ça. En tout cas, merci énormément. On va vous laisser la parole. Si vous avez envie d'interroger notre éditrice, Une petite question pour Huguette, parce que j'ai beaucoup aimé entendre Mademoiselle, et je me précipiterai pour acheter son livre. Super. Je voulais savoir, Huguette, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de publier ce livre-là? Comment ça s'est passé lorsque tu as reçu le manuscrit? Je racontais tout à l'heure, j'ai une lectrice, Marthe Monet. Ah, pardon, je suis arrivé en retard. Oui, pas grave, peu importe. Amie, on va voir si elle dit la même chose. que je vous dis. Alors là, je suis à la Poésie, à la Maison Rousseau, où on a présenté un livre, mais aussi c'est les premières rencontres qui ont lieu ici. Voilà, Maison Rousseau de la littérature. En vieille ville de Genève. Voilà, c'est en vieille ville de Genève et c'est une très jolie maison que la maison de Rousseau a fait 3-4 étages, je crois. Ouf. Et voilà. De continuer justement avec Mademoiselle pour